Une vue inédite du puits pour commencer cette rubrique à la verticale. Une vue que nous avons prise de l'un des ponts roulants qui descendent entre autres les locaux tracteurs, les voussoirs et les remorques des tunneliers. Ouais. Il faut se faire approvisionner par le tourneur alors. Ouais. Ok d'accord. Jusqu'à combien de tonnes peuvent être transportées par ce pont? 60 tonnes. C'est un des plus gros ponts où il y a des ponts qui peuvent transporter plus? Non, il y a le pont de 430 tonnes derrière qui descend, lui, les tunneliers. Quelques 45 mètres plus bas, c'est la pleine activité. Le T2 poursuit son avancée à un rythme de rodage. Le T5, nouvellement baptisé, est entré en action. Le T1 et le T4 se rapprochent ensemble à grands pas des 3 km forêts. Conséquence de ces avancées, un changement dans le déroulement de la journée de travail des équipes. Exemple, il est 5 heures du matin. Tout commence par le passage au vestiaire, puis dans la salle des pendus. La descente dans le puits s'effectue encore à pied dans l'ascenseur, mais bientôt elle se fera directement dans les draisines de transport du personnel. Aujourd'hui, la draisine prend en charge l'équipe à l'entrée des galeries. Une draisine peut transporter une équipe complète pour un voyage qui dure pour l'instant un quart d'heure. À 3 km de là, au terminal, la tranchée de B5 s'apprête à accueillir le T4, dont l'apparition est prévue début mai. Il débouchera latéralement et au-dessus des emplacements prévus pour le T5 et le T6. Impossible en effet d'imaginer une galerie de service au milieu des voies ferroviaires pour des raisons pratiques. Quant au terrassement, il se poursuit d'une manière plus que satisfaisante grâce à la complicité d'un hiver très doux. On en est à 4 500 000 m3. Et puisque nous avons commencé avec une image inédite, en voici d'autres pour terminer cette rubrique. Le terminal la nuit, les machines fonctionnant jusqu'à 21 h. Avec l'avancée des tunneliers, le puits devient un endroit où il faut de plus en plus respecter les consignes de sécurité, notamment pour la circulation en galerie. Pour ce qui est des draisines et des locotracteurs, le conducteur en effectue un contrôle poussé avant chaque démarrage. Reste à rappeler les consignes à suivre en général. L'accès en galerie est réglementé, l'accès au poste de travail se fait par les draisines. Les interventions qui doivent se faire en tunnel doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Les postes de travail en tunnel sont alors repérés par feu éclat. Les piétons qui rentrent dans le tunnel doivent marcher sur les caillebotis qui sont prévus, porter un baudrier réfléchissant et se réfugier sur les passerelles refuge en cas d'arrivée d'un train. Draisine de transport du personnel, locotracteurs, des engins étudiés pour le travail au fond du puits et qui sont choisis, entretenus, contrôlés par l'atelier ferroviaire de TML. Un atelier rattaché au secteur matériel et dont le rôle est multiple, tant en surface qu'au fond du puits. Ça représente un parc de combien de machines? Environ 360 ou plus. Combien d'hommes avez-vous dans l'atelier? Bon, actuellement, j'ai 11 personnes qui travaillent à l'atelier, tout corps de métier confondu. Par contre, j'en ai 21 qui travaillent, 21 personnes qui travaillent au fond, au puits, soit à la maintenance, soit à conduire les draisines de transport personnel ou autre. Après une centaine d'heures passées dans le puits, les draisines et les locotracteurs remontent pour un contrôle approfondi. Mais ces machines, dont le poids peut aller jusqu'à 40 tonnes pour un V38, sont vérifiées quotidiennement dans le puits par leurs conducteurs. Des conducteurs qui sont aussi des mécaniciens formés par le secteur ferroviaire. On garde 3 jours des jeunes mécanos qu'on embauche. On les garde 3 jours ici à l'atelier. Une journée qui consiste à connaître la machine, c'est-à-dire techniquement la fonction et éventuellement certains dépannages qu'ils peuvent faire eux-mêmes.
et 2 jours à conduire. Chaque année, au début du mois de février, la ville de Dunkerque change de visage. C'est l'époque du carnaval, un carnaval qui n'a rien à envier à ceux de Nice et de Venise, mais qui est resté ici une vraie fête populaire. L'origine de cette période de folie est très lointaine. Ce sont les pêcheurs qui, avant de rejoindre les mers d'Islande pour de longs mois, faisaient la fête en bandes travesties dans toute la ville. Les bandes sont toujours là, alors si vous avez envie de découvrir les rigodons, les tiens-bon-dessus et les chahuts, de voir 500 kilos de harengs tomber de l'hôtel de ville, retenez d'ores et déjà sur votre agenda les premiers week-ends de février 90, vous ne le regretterez pas. Le 30 janvier, visite qui fit office de présentation officielle, celle de Philippe Essig, nouveau président de TML, accompagné de Tony Ridley, l'un des 2 directeurs généraux d'Eurotunnel. Visite approfondie des différentes installations du chantier, du terminal à la préfabrication, en passant par le puits, avec en plus un crochet sous le plancher tout au fond, pour découvrir les installations de broyage délayage des déblais. 8 février, Olivier Stirn, ministre du Tourisme, descend au fond du puits de Sangatte. Il est bien sûr directement concerné par les futures retombées du tunnel, une visite éclair qui s'inscrivait dans le cadre d'une journée consacrée au littoral nordiste, mais qui a semble-t-il marqué le ministre. Ce qui est impressionnant, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on est sous la mer et qu'on va traverser une mer et qu'on va faire que l'Angleterre ne soit plus une île. Ça, c'est très impressionnant, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Le chantier est tellement bien fait qu'on pourrait être sous la terre à un endroit banal. Et donc, je crois que ce qui frappe, c'est la capacité technique, puisqu'on avance quand même maintenant de au moins 20 mètres par jour, et qu'on devrait tenir l'engagement qui est de terminer le chantier en 93. 2 marraines pour un tunnelier, cela peut paraître curieux, mais il ne s'agit pas d'un tunnelier comme les autres. Le T5 deviendra en effet T6 quand il aura creusé la première galerie ferroviaire côté terre, et il creusera alors la seconde. Et que rêver de mieux que des jumelles pour symboliser ce double travail. 1200 concurrents, 100 000 spectateurs. Pour sa 15e édition, l'Enduro du Touquet n'a pas failli à sa réputation, qui a aujourd'hui largement dépassé les frontières de la région. L'Enduro, c'est aussi 2 jours de fête pour les amateurs de moto, des amateurs qui s'inscrivent de plus en plus nombreux. À noter la présence à TML d'un spécialiste qui ne pouvait malheureusement pas courir cette année. Il s'agit d'Alain Devisme qui travaille au secteur tunnel. Le mois dernier, souvenez-vous, nous vous avions promis un reportage sur la pose des voussoirs en fonte. Malheureusement, la vie d'un chantier, ça ne se commande pas. Les voussoirs en fonte se posent tous les 417 mètres et ce mois-ci, nous n'avons pas pu en filmer. Toutes nos excuses, donc, nous nous rattraperons très bientôt, c'est promis. En revanche, nous vous proposons ce mois-ci de pénétrer avec nous dans la cabine de pilotage du tunnelier T2. Piloter un tunnelier comme le T2, c'est l'affaire d'un seul homme. Un homme qui se trouve sur la gauche de la machine, dans une cabine qui n'a rien à envier à celle d'un Boeing. Sauf qu'ici, à part 4 écrans de contrôle, le pilote est aveugle. Mais tout est contrôlé grâce à l'informatique, tout, depuis la percée au choix des vérins, en passant par le guidage de la trajectoire du tunnelier. Le tableau blanc, c'est pour la conduite, spécialement pour le guidage. Alors c'est le système Z, on a plusieurs vues, donc on choisit. Alors on a plusieurs tableaux. Tableau 1, c'est la position de la cible, c'est-à-dire la position de l'anneau. En tableau 2, c'est le roulis et les pentes, la pente du tunnelier. En position 3, c'est les tendances du tunnelier. En position 4, c'est la position de l'avant. Vous pouvez m'expliquer la différence entre le mode ouvert et le mode fermé? Alors, le bouclier est composé surtout en trois parties. Il y a le side run, le front body et le rear body. Donc quand on creuse en mode ouvert, c'est-à-dire on sort le side run, on sort uniquement le disque de creux. Donc on peut creuser et poser l'anneau en même temps. Tandis qu'en mode fermé, on ne sort pas le side run, on pose l'anneau et ensuite on creuse. On ne peut pas faire les deux choses en même temps.
Pourquoi faut-il se protéger les mains quand on travaille sur le chantier? Il faut se protéger les mains pour respecter le pH de la peau qui est de 5,5 à 7. Tout d'abord, la définition du pH. Le pH est le potentiel d'hydrogène des ions H+. Nous appelons un pH acide, un pH qui est compris entre 0 et 7, et un pH alcalin qui est compris entre 7 et 14. Par exemple, l'eau a un pH neutre. Le pH est égal à 7. Un autre produit, c'est tout simplement le béton mélangé à l'eau. Nous allons donc mettre une bandelette réactive et nous avons donc un pH qui est plus près de 12,5, 13. Donc ça, c'est un produit fortement alcalin. Pour se protéger de ces produits qui peuvent donc abîmer la peau, nous avons donc mis en place un système de protection cutanée, c'est-à-dire des produits qui sont dans des distributeurs. Et il faut se protéger avant de travailler avec ces produits et après le travail pour pouvoir régulariser le pH de la peau. Le pH de la peau peut être aussi protégé par tout simplement des gants qui sont à disposition sur tout le chantier. Sportunnel, une association que nous vous présentons aujourd'hui et dont nous vous reparlerons. Sportunnel vous propose en effet toute une série d'activités, entre autres la gymnastique, mais ça n'est pas tout, loin de là. De quoi vous détendre, vous muscler ou tout simplement vous distraire en compagnie d'autres collègues de TML. Vous êtes nombreux à avoir participé au concours lancé par Info Dernière au début de ce mois. La question c'était quel est ce moulin? La réponse, la voici. Il s'agissait du moulin du pont de Gemts, à quelques kilomètres de Calais. J'espère que vous aviez trouvé. En tout cas, ce moulin, nous vous invitons à le découvrir, puisque sa restauration doit beaucoup à quelqu'un qui travaille à TML. Ce sera l'objet de notre rubrique Passion. Le moulin du pont de Gemst date du siècle dernier. Il appartenait à l'arrière-grand-père d'Annie Brasi, secrétaire de M. Taillet et de M. Matron. Dans les années 50, le moulin cesse de fonctionner et reste 20 ans à l'abandon. Il est donc dans un triste état quand en 1974, le père d'Annie Brasi, qui est maçon, décide de le rénover. Depuis, il a refait les ailes, le toit, la façade et attaque aujourd'hui l'intérieur, un travail impressionnant auquel sa fille a largement participé et qui a porté ses fruits. C'est un moulin qui est uniquement décoratif ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il refonctionnera un jour? Il refonctionnera un jour. Dans peu de temps, les meules seront remises en état et ce sera le seul moulin qui sera susceptible de remoudre de la farine dans le Pas-de-Calais. Votre père est maçon, enfin il travaille dans le bâtiment. Vous par contre, vous êtes secrétaire à TML. Qu'est-ce que vous avez fait sur ce moulin, vous? Ce que j'ai pu réaliser, c'est le piquetage des briques, c'est-à-dire enlever le ciment qui n'était plus en état autour des briques, et tous les travaux de peinture, etc. Dernière particularité de ce moulin, sa girouette en forme de coureur cycliste. Explication, l'autre passion du père d'Annie Brasi, c'est le vélo. Bonjour. Il y a une abréviation souvent lue dans les communications informelles en anglais, c'est ASAP. A-S-A-P. As soon as possible. Aussi vite que possible. Alors, pour une réponse vite, on peut demander Please reply ASAP. Please reply ASAP. Au revoir. Fin de ce TML Magazine numéro 7. Je ne vous donne pas rendez-vous au mois prochain puisque je suis appelé sous d'autres horizons audiovisuels. Le mois prochain, vous découvrirez donc une nouvelle tête dans TML Magazine. Quant à moi, je voudrais tous vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé au cours de ces quelques mois que j'ai passé avec vous. Et puis, je voudrais vous souhaiter bonne chance dans la formidable aventure que vous vivez, celle de la construction du tunnel sous la Manche.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Cap sur le large pour vous présenter ce 8e numéro de TML Magazine. Vous le constaterez, c'est une équipe renouvelée qui va vous faire découvrir une nouvelle fois la vie et l'actualité de votre chantier. Comme d'habitude, beaucoup d'informations. Nous allons commencer par un sujet complet sur le traitement et l'évacuation des déblais jusqu'à la digue de Fontpignon. Et aussi un sujet découverte, c'est la chaudronnerie au secteur matériel. Côté hygiène et sécurité, c'est très important ce dossier. Nous allons voir ce qu'il faut faire pour mieux se protéger les mains. Et la passion du mois, eh bien c'est celle de Jean-Claude Bourgeois. Il est à mes côtés, je vous le présenterai tout à l'heure. Jean-Claude est un passionné de pêche en mer, ce qui explique d'ailleurs le décor dans lequel nous nous trouvons. Des images également sur le portail de Bessingue, il est désormais terminé. Roger Lévy suit avec sa rubrique que vous connaissez bien, le mot de la fin, nous parlera de conditions techniques, des explications techniques sur le chantier, mais cette fois du côté anglais. Avant de découvrir tout cela, je vous propose de commencer tout de suite en images avec un mois TML. Le 1er mars, une cérémonie très sympathique réunissait les nouveaux diplômés du brevet national de secourisme en présence de M. Taillé représentant la direction de TML. 76 personnes ont à ce jour été formées au premier niveau d'intervention. Parmi elles, 15 titulaires du BNS accédaient au grade de sauveteur. Bravo à tous et merci à Madame Carpentier, présidente de l'Amicale des secouristes de Calais, et à Monsieur Manessier, chef des services interministériels de la Défense et de la Protection civile, qui apporte un concours très efficace à la section secourisme de TML. Après avoir suivi un entraînement intensif et rigoureux, les joueurs de squash ont dû faire leurs preuves et se mesurer à des adversaires. Sportunnel, l'association sportive de TML a en effet organisé un tournoi de classement du 6 au 20 mars. Les matchs furent âprement disputés dans une ambiance toutefois très sportive. À la préfa, toutes les cabines d'insonorisation sont opérationnelles depuis quelques semaines. Installées sur les 5 chaînes, elles sont largement appréciées par le personnel. L'installation de ces cabines, où sont bétonnés les voussoirs, a permis de baisser le nombre de décibels de 110 à 85, le seuil tolérable étant de 90. La 5e chaîne de fabrication, que nous voyons ici en cours de montage, a démarré aux alentours du 15 mars. Depuis peu, la préfa a passé le cap de fabrication des 40 000 voussoirs. À la préfa toujours, la 5e équipe de qualification vient d'être formée. À ce jour, 80 jeunes ont reçu une formation dans ce secteur. D'ores et déjà, on peut affirmer que l'objectif de 100 jeunes en contrat formation sera dépassé. Au terminal, les travaux avancent à la vitesse grand V. Notamment, on y prépare la sortie prochaine du T4 à la tranchée de Bessingue. La sortie de ce tunnelier est un événement auquel tant la présidence d'Eurotunnel que les directeurs de Transmanche Construction France attachent beaucoup d'importance. La sortie du T4 est matérialisée dans la craie à la tranchée de Bessingue où les travaux de terrassement généraux sont maintenant terminés. Bien d'autres travaux sont largement avancés au terminal. La réalisation en cours de l'ouvrage E1, la mise en place de la membrane étanche au bassin numéro 1. Signalons également que les ponts A1 et F1 sont terminés et que du côté de l'ouvrage A9, les ouvriers finissent la mise en place des remblais. Mise en place des remblais de la voie d'arrêt d'urgence qui se situe dans le prolongement de l'ouvrage E1. L'échangeur de coquelles, ouvrage A2, est en cours de travaux. Ces photos montrent le gigantisme des travaux au terminal. Notons les remblais et surcharges dans la zone des quais entre les ponts D2 et D4. Le captage de la source S10 est en cours, tout comme les déblais du cône 310, futur terminal tourisme. Bon avancement des travaux dans la zone 320, où prendra place le terminal commercial. Enfin, notons la réalisation du pont C2, enjambant la déviation de la piste, reliant Forgnolé au chantier. Et ça balance toujours. Notre rubrique Passion de ce mois va vous permettre de découvrir un aspect de la mer que vous ne connaissez peut-être pas, c'est celui de la pêche. Jean-Claude Bourgeois travaille au T4, T5 et outre la passion du chantier, il en a une autre, c'est celle justement de la pêche en mer. Il est d'ailleurs trésorier d'un club, celui des Mioles à Gravelines. Mioles, ça veut dire mouette si vous ne le savez pas encore. Et il nous a reçus sur son bateau, nous y sommes, il nous raconte sa passion. En ce moment, on pêche beaucoup en fin de saison pour la morue. Donc on commence la saison de la sole. Hein. Donc disons mars, avril, jusque mai.
Ensuite, dans les périodes d'été, c'est plus la même pêche hein, avec des vers et un bas de ligne. On pêche à la plume, principalement le maquereau. Il y a du bar aussi. Et disons au large, plus au large, on peut encore pêcher de la morue avec des bas de ligne, avec des plumes. Bon là, actuellement, en étant sur la région en Gravelines, disons, ça me permet d'avoir plus de loisirs. Et disons, principalement, moi, c'est la pêche. Quel est votre plus grand souhait pour votre boulot d'abord et ensuite dans le domaine de votre loisir? C'est quand même avoir un suivi, disons, du tunnel sous la Manche, parce que c'est quand même un projet qui est assez important. Et puis, bon, voir ses fins et puis voir ses suites aussi. Et puis, pour moi, la pêche aussi, pour moi, une plus grosse prise sera le mieux. Saviez-vous que les 3 galeries constituant le tunnel représentent quelques 3 millions de mètres cubes à extraire du côté français? Ces déblais ne sont pas une mince affaire à régler. Jusqu'à présent, 110 000 mètres cubes de boue ont été évacués. Un train en provenance du fond transporte la totalité des déblais correspondant à la longueur d'un anneau de voussoir. Arrivé dans le puits, le train s'engage dans sa ligne de culbuteur. En 2 basculements successifs, il est déchargé en quelques minutes, environ 6 mètres plus bas. Les déblais arrivent alors sur un alimentateur composé d'une grande trémie atteignant le culbuteur. Puis la craie est lentement acheminée par tapis vers 2 broyeurs à cylindres dentés qui réduisent les morceaux. Cette bouillie chute directement vers les délayeurs. Additionnés d'eau, les déblais y sont malaxés, créant une vague de boue et de cailloux. Cette mixture de craie délayée est acheminée vers les pompes situées au dernier niveau des puits. Ces pompes ont une puissance de 500 kW. Un seul piston dégage 40 tonnes de puissance. Cette force permet d'éjecter la boue dans des tuyaux hauts de 120 mètres et parcourant entre 1600 et 1800 mètres jusqu'à la digue de Fontpignon. Ce barrage peut contenir les 5 à 6 millions de mètres cubes de boue qui devront être pompés. L'eau d'essorage sera recueillie et plus tard, le paysage sera remodelé, cachant ainsi d'anciennes cicatrices. Sur un chantier comme le nôtre, la sécurité est certainement l'une des préoccupations permanentes. Cependant, la force de l'habitude, le manque de vigilance conduisent parfois à des erreurs aux effets dramatiques. Il suffit d'un dixième de seconde pour que tout bascule. Parmi les points vulnérables de notre corps, la main est certainement l'un des organes les plus exposés. Alors nous allons voir aujourd'hui quels sont les gestes à ne surtout pas faire. Puis nous verrons les bonnes attitudes à avoir à un poste de travail et ce, bien évidemment, afin d'éviter l'accident. Un clip d'animation vous est également présenté. Il nous fait prendre conscience que la main est un organe précieux à protéger absolument. Enfin, le docteur Decroix expliquera ce que sont les premiers gestes de secours en cas d'accident et nous parlera de la microchirurgie. C'est d'ailleurs une science dans laquelle les professeurs régionaux excellent. Mi-février, un ouvrier de la chaudronnerie s'est blessé à la main à un poste de meulage. Voyons comment bien se protéger pour éviter ce genre d'accident. Tout d'abord, il convient de revêtir le tablier de cuir, puis chausser les lunettes de protection et enfin enfiler les gants qui permettent de préserver les doigts. Attention, cette meule est mal préparée. L'écart entre le guide et le touret à meuler est trop important. La main risque de riper. Par contre ici, l'appareil est bien réglé. La pièce ne risque pas de glisser et la main ne peut être happée par la force de la machine. Au fait, la main, pensez-y. D'abord, on se fait la main. On y pense, puis on n'y pense plus. Pourtant, chaque geste est un geste nouveau. La main, pensons-y. 30% des premiers soins que nous faisons à l'infirmerie Transmanche, ce sont des premiers soins aux mains. Quels sont les premiers gestes à faire? Alors le premier geste à faire, c'est tout d'abord de mettre une compresse ou un pansement compressif si ça saigne sur l'extrémité du doigt amputé. Par contre, le doigt amputé, il faut le récupérer et le mettre dans une compresse et l'apporter à l'infirmerie. Et nous avons sur le chantier plusieurs matières réfrigérantes. Il faut donc mettre une compresse autour du doigt amputé et
donner un coup de poing donc dans cette partie-là et dans cette partie-là qui vont refroidir et ils vont donc donner une matière réfrigérante. Quels sont les gestes qu'il faut absolument éviter de faire pour pas arriver à quelque chose d'irréversible? Il ne faut pas donner à boire au blessé parce qu'il va être opéré. Il ne faut pas mettre de garrot parce que vous empêchez la circulation de se faire. Il ne faut pas mettre d'antiseptique sur le bout de doigt qui a été amputé. Et il ne faut surtout pas mettre le membre ou le doigt amputé dans les glaçons parce qu'il va geler. SOS Main, c'est un service régional, c'est un service de pointe? C'est un service de pointe. Il y en a maintenant 2 à Lille. Il y a SOS Lille à l'Équin et il y a SOS Main à la cité hospitalière. Compte tenu maintenant de l'avancement des travaux, mon intention est d'évoquer de temps en temps la situation des chantiers en Angleterre. Ce mois-ci, je voudrais vous parler de Shakespeare Cliff, l'endroit d'où partent les creusements. Vous voyez sur ce plan l'ensemble des installations à Shakespeare Cliff. L'accès de la partie supérieure de Shakespeare Cliff, qui fait 100 mètres, la falaise, à la partie inférieure, se fait par 2 moyens. Pour les personnels de TML, nous avons creusé un puits de 10 mètres de diamètre et de 100 mètres de profondeur. Pour la plupart du matériel et matériaux, les Anglais ont utilisé un ancien adit, ça veut dire descendré en anglais, qui a été construit pendant les années 70. En ce qui concerne l'accès de la partie inférieure, pour tous ces matériels et matériaux, les voussoirs, etc., les Anglais ont également utilisé pour l'installation d'une convoyeur une ancienne descendrie qui descend vers le fond par là. Et ils ont construit une nouvelle descendrie qui s'appelle Adit A2. Et là-dedans, nous avons 5 chemins de fer. Ça descend pour tous les matériaux vers le fond par là. Jusqu'au 5 mars, les Anglais ont creusé côté terre pour le tunnel de service 6 km et vers leur terminal 2 km. En ce qui concerne le T2 anglais, pour le tunnel ferroviaire Nord-Mer, le TBM T2 vient de commencer et il a posé ses premiers anneaux récemment. Voilà la situation à Shakespeare Cliff. Je vais vous expliquer d'autres choses la prochaine fois. Au revoir. Sur un chantier comme celui de Transmanche, existe une foultitude de métiers divers et variés, souvent ignorés par la plupart d'entre nous. Ainsi, la construction d'un tunnel fait appel à des professions telles que la menuiserie, l'électricité, la mécanique, la chaudronnerie. Et dès ce numéro, nous vous proposons de découvrir ces métiers du secteur matériel, à commencer aujourd'hui par la chaudronnerie. Au secteur matériel, des hommes travaillent pour le puits. Ce sont eux aussi qui préparent le travail des tunneliers. Au puits surface, nous avons découvert la chaudronnerie. Au départ, 16 hommes travaillaient dans cet atelier. Aujourd'hui, ils sont 25. Les charpentiers du fer de la chaudronnerie sont également là pour améliorer le matériel, tel que la transformation de palettes ou encore celle des passerelles de sécurité. Mais d'abord, découvrons ensemble cet atelier que dirige Roser Agosta. Quel est le volume de fer que vous traitez ici? Entre 30 et 60 tonnes par mois. C'est énorme? Oui, c'est énorme. Comment ça se passe un petit peu pour la commande de travail? Qu'est-ce qu'il vous commande? Quelles sont un petit peu les différentes étapes? Par exemple, il est un gars du terrain, un chef de service du terrain, apporte une demande de travaux, il veut des supports de caillebotis par exemple. Il y en a 500, il y en a 200, il y en a 300, et on fabrique ça aussi. À TML, ce ne sont pas les commandes qui manquent et la chaudronnerie sait s'adapter aux différentes situations. On fait un peu tout dans le tunnel. On fait beaucoup de transformations,
On a fait des berlines, on a fait des, je sais pas moi, on a fait des chariots pour l'appui des voussoirs, on assemble des cailleboutils, on fait des passerelles, des garde-corps, on fait un peu tout quoi. L'équipe de TML Magazine a enquêté dans le Calais car on lui avait parlé d'une bien drôle de chose. En effet, dans tous les restaurants de la ville, désormais, on mange avec des baguettes. Nous avons donc enquêté et nous sommes tombés sur monsieur Jean-Paul Lassiette, président des restaurateurs de Calais et de sa région. Monsieur Jean-Paul Lassiette, vous êtes le président des restaurateurs de Calais et de sa région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce drôle de phénomène? Disons que maintenant, nous sommes arrivés avec le site du tunnel. Comme ce sont des étrangers, des Japonais, ceci, il y a des Américains, il y a un peu de tout, et bien maintenant, je change la cuisine. Alors, vous voyez, regardez mes amis, maintenant, regardez, ils mangent avec des baguettes. Mme Galère, vous voulez manger baguette maintenant? Parce que maintenant, c'est comme ça, maintenant, hein, vous êtes obligés. Hein. Messieurs, donc à Calais, maintenant, on mange avec des baguettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a moins de mercure dans la viande actuellement, donc il faut bien changer la cuillère et la fourchette pour des outils en bois. C'est plus sain. C'est la nouvelle cuisine en quelque sorte. On peut donc dire maintenant que tous les restaurateurs de Calais et de sa région ont décidé de mener leurs clients à la baguette. À propos, il faut que je vous dise que l'équivalent en anglais de poisson d'avril, c'est April Fool's Day. Voilà, ce 8e magazine de TML s'achève sur une note d'humour. J'espère que vous avez apprécié tous les reportages que vous avez découverts ce mois-ci. On se retrouve dans 30 jours pour un autre magazine, certainement très riche en événements. En attendant, merci de votre attention, au revoir et à bientôt. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue pour ce 9e numéro de TML Magazine. Alors je vais tout vous dire, initialement nous devions vous faire découvrir ce parc de loisirs de Fort-Mardic, mais comme vous le constatez, le soleil n'est pas au rendez-vous. Nous avons quand même choisi de rester ici avec nos amis les émeux, tout en vous promettant de revenir, bonjour mademoiselle, tout en vous promettant de revenir le mois prochain avec le soleil, car c'est une superbe idée de balade pour le week-end. Alors comme chaque mois, des tas de reportages, des tas de sujets qui, j'en suis certain, vous passionneront. Au terminal, les travaux avancent à grands pas, et tout particulièrement du côté du portail de Bessingue, où l'on attend le T4 pour le 27 avril, une date importante que vous avez notée. Les rubriques santé et sécurité sont elles aussi au rendez-vous, et des actualités chantiers avec les opérations d'injection et de relayage dans le T1. Le sujet passion de ce mois, il est consacré à Denis Kowalski. C'est un dessinateur amateur, mais néanmoins, et vous le constaterez, complètement averti. Bien entendu, Roger Lévis, lui, viendra vous informer sur les travaux du terminal anglais, et puis des tas d'autres images, des tas d'autres sujets que je vous laisserai découvrir après notre tour d'horizon habituel, un mois TML. Commençons ce mois TML par un tour d'horizon au terminal. Dans la zone D2, D4, c'est-à-dire les ponts d'accès au quai, les surcharges sont désormais terminées. Les travaux sur l'ouvrage A9 sont en bonne voie. Cet ouvrage est celui qui rejoint la RN1 au Vieux-Coquel. Il permettra le passage d'éléments de navettes pour la zone 340, où seront montées et entretenues ces mêmes navettes. Finition également des remblais entre les ouvrages A9 et A1. C'est dans cette zone que prendront place les faisceaux des deux futurs départs. À la tranchée de Bessingue a été remplie et rebouchée une galerie d'essai. Par ailleurs, les équipes sont occupées à installer la station de pompage définitive au fond de la tranchée. Le mercredi 29 mars à 9h30, une émission spéciale Transmanche a fait l'objet d'une vidéotransmission entre Calais et Deauville grâce à de gros moyens techniques. Le lendemain, Brigitte Matron, marraine depuis 1 an du T1, passait dès 3h du matin la journée avec les équipes du tunnelier qui portent son prénom. Le T3 a une marraine charmante répondant au prénom de Catherine, une cérémonie très sympathique a symbolisé ce baptême. Le 25 mars, 46 enfants du personnel prenaient le départ pour Abondance, où ils passèrent d'excellentes vacances de neige. Denis Kowalski, vous êtes dessinateur amateur, mais qu'est-ce que vous faites à TML ? Pour l'instant, je fais fonction de maîtreur,
Hein. Disons, j'aide les différents responsables de secteur de quantifier mettons les ouvrages d'art. Bon, bah, je quantifie, en même temps, je leur donne un coup de main au niveau du chiffrage. Vous dessinez d'après modèle ou avec l'imagination? C'est surtout par imagination, c'est là que je tire le plus grand plaisir. Ça fait combien de temps que vous dessinez? Bah, ça fait à peu près... bon, je dessine à l'école, mais vraiment prendre conscience du dessin, de dessiner réellement, à partir de l'âge de 30 ans. Donc ça fait à peu près une quinzaine d'années. Maintenant j'ai 45 ans, une quinzaine d'années. Et vous avez commencé par dessiner quoi? Des paysages ou... Des paysages, oui. Ouais. C'était l'élément moteur. Et surtout des motos. Parce que bon, bah, comme j'aimais la moto, ça me fascinait. En plus de ça, bon, je voulais les réaliser sur du papier. Et pourtant, la moto, c'est pas facile à dessiner. C'est justement, j'ai pris cet exemple-là pour la simple et bonne raison que, au point de vue école, c'était le meilleur exercice. Parce que dessiner une moto, c'est donner de l'effet, c'est donner du volume, c'est travailler toutes les courbes en perspective, c'est tout des cercles, tout ça en perspective. Donc c'était vraiment un élément moteur qui permettait de maîtriser le dessin. Depuis quelque temps aussi, vous vous intéressez à la bande dessinée. Est-ce que c'est facile cette pratique? C'est une chose qui m'intéressait parce que je voulais faire quelque chose sur le monde de la moto, mais je me suis aperçu que c'était très très difficile. Cette passion du dessin, vous pouvez vous y livrer quand? Vous faites ça chez vous? Souvent je fais ça pendant le midi. Le dessin, vous pratiquez ça tout seul? Vous avez déjà participé à des expositions, des concours? J'ai participé à un concours de peinture et dessin. Et sur ce concours, j'ai réussi à avoir un grand prix. Le tunnel sous la Manche, pour vous, c'est source d'inspiration également? Oh oui, il y a largement de quoi à dessiner, oui, là-dessus. Oui. Ah oui, largement. Vous voyez, le bout du tunnel n'est pas si éloigné que ça. On arrête la plaisanterie, car je voudrais maintenant vous dire qu'un chantier tel que celui de TML, c'est aussi l'apport d'emplois et donc de familles dans une région. Et cette augmentation de population, il faut savoir la gérer. C'est l'une des fonctions du comité entreprise et des instances représentatives de TML. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment le problème du logement d'une partie du personnel a été résolu, et ce grâce notamment à la collaboration efficace de l'Office de HLM du Nord-Pas-de-Calais. Le patrimoine local était assez pauvre, assez mince en logement, et quantitativement et qualitativement. Par contre, nous connaissions un patrimoine très important en maisons à vendre, et il a fallu entamer des démarches avec les notaires, avec les agences immobiliers, pour essayer de transformer ces ventes et de les amener vers des maisons en location. Parallèlement à ce patrimoine privé, que je dirais privé, TML a également signé une convention avec le groupement paritaire interprofessionnel d'aide au logement, mieux connu sous le nom de GAL, qui, si vous voulez, un synonyme de CIL. C'est donc l'organisme chargé de la collecte du 1% logement, et par lequel il nous a été possible de réserver des programmes qui étaient planifiés sur plusieurs années, de participer au financement de ces programmes pour en quelque sorte les réaliser plus en avant, et de ce fait donc pouvoir fournir des logements neufs à du personnel déplacé de Transmanche. Mais ce 1% logement ne sert pas simplement à l'achat de maison, mais il peut aussi servir au personnel qui possède un logement pour l'améliorer. Ce 1% a effectivement deux vocations. C'est un apport à l'entreprise pour fournir donc des logements locatifs, mais c'est également un apport aux salariés sous forme de prêts personnels, qui sont des prêts sans intérêt, et qui peuvent donc être obtenus sur demande d'un dossier. Concrètement, je fais partie du personnel de TML, j'ai envie d'améliorer mon habitat ou de faire l'acquisition d'une maison, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous vous rapprochez en premier lieu de votre antenne service du personnel de votre sous-projet, vous demandez un dossier que vous compléterez, que vous remettrez à votre responsable hiérarchique. Le cheminement de ce dossier arrivera en commission logement qui se réunit à peu près tous les 2 mois,
et le dossier est analysé à ce moment avant d'être transmis à l'organisme du groupement d'aide au logement qui en assurera l'attribution définitive. À ce jour, 46 logements locatifs ont été réservés au personnel TML en contrepartie d'un versement de 1,6 million de francs. Par ailleurs, 27 prêts ont été accordés pour une somme de 800 000 francs et le programme se poursuit. Docteur De Croo, ce mois-ci, nous allons nous intéresser au bruit et plus particulièrement au décibel. Qu'est-ce qu'un décibel? Un décibel est une unité de mesure acoustique et il est évalué entre 0 et 140 décibels. Par exemple, à la Préfa, là où nous sommes, nous avons donc un bruit sur les chaînes de 120 décibels. C'est énorme, 120 décibels? C'est énorme, puisque la côte de danger est au-dessus de 90 décibels. Donc il fallait absolument mettre des cabines d'insonorisation. Avec quoi mesure-t-on justement cette unité de mesure? Alors cette unité de mesure se mesure avec un décibelmètre ou des sonomètres. Quels sont les risques encourus si on ne met pas de protection? Les risques, tout simplement, c'est la maladie professionnelle, c'est-à-dire la surdité professionnelle. Et cette surdité est irréversible, c'est-à-dire qu'elle n'est ni réparable médicalement, ni réparable chirurgicalement. Pour éviter cette surdité, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Se protéger individuellement. Et pour se protéger individuellement, il y a donc tout ce qu'il faut dans les magasins de chaque sous-projet. Par exemple, vous avez donc ce système-là, qui est raccordé avec des ficelles que l'on peut mettre donc au bleu. Il y a les protections individuelles, c'est-à-dire du coton entouré d'une enveloppe de polyéthylène, jetable tous les jours. Il y a le casque anti-bruit, très efficace. En principe, tout ce que je vous ai montré atténue de 28 décibels en moyenne. Depuis début mars, pour descendre en tunnel et en galerie, on a besoin de passer par ce tableau. Qu'est-ce qu'il faut y faire? Ce tableau est avant tout un tableau de comptage et non pas de pointage. Il est important que les gens comprennent que mettre un jeton sur ce tableau signifie qu'ils sont présents dans la galerie. Il nous suffit donc d'échanger un jeton métallique que chacun possède et de l'échanger contre un jeton de transport. Cela signifie que la personne est entrée en tunnel, elle y est présente. En cas d'incident important, s'il faut organiser des secours, on peut alors mettre en place les moyens nécessaires, adaptés au nombre de personnes présentes dans le tunnel. En fait, il s'agit d'un vrai problème de sécurité, c'est pas pour embêter les ouvriers qui travaillent ou qui descendent dans les tunnels ou les galeries. Ah, parfaitement, ça n'est surtout pas pour les embêter, c'est pour les aider et pour aider l'organisation des secours en cas de problème. Donc il y va de la sécurité de chacun, il faut que chacun le comprenne et ça n'est pas coercitif, c'est simplement pour aider l'organisation des secours. Apparemment, ça paraît pas très compliqué. Est-ce que tous les gens s'y sont bien prêtés depuis un mois que c'est en route? On peut dire que tout le monde s'y est parfaitement bien mis dans un délai assez rapide. Aujourd'hui, les gens considèrent cet outil-là comme un outil sérieux et je pense qu'il n'y a pas de problème à l'exploitation. On a pu vérifier par des sondages que les gens l'utilisaient régulièrement. Une fois qu'on a repris son jeton pour descendre en galerie ou en tunnel, où est-ce qu'il vaut mieux le mettre? Dans sa poche, le garder à la main? Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Alors, il faut qu'il soit directement disponible parce qu'il est réclamé au moment de monter dans les draisines à personnel. On ne peut pas s'engager dans le tunnel ou dans une draisine sans présenter le jeton au tractoriste. Donc il faut l'avoir dans un endroit très accessible, soit un trousseau de clés comme je l'ai fait moi-même, soit l'accrocher avec un petit anneau sur les fermetures à glissière des combinaisons, et de façon apparente et directement accessible, rapidement accessible. Vous avez bien noté le 27 avril, c'est le jour où le T4 sortira au portail de Bessingue. On attend la foule des grands jours avec une couverture complète de la presse régionale et nationale. Et cette opération a réclamé une grande préparation technique, notamment au niveau du génie civil. Monsieur Desfossés nous dit tout sur ces opérations et puis nous l'avons gardé un peu plus car il est l'un des tout premiers à avoir travaillé sur le chantier. Il nous raconte son expérience TML. Paul Desfossés, vous êtes conducteur de travaux ici à TML et vous travaillez dans le génie civil. C'est quoi le génie civil? Le génie civil, ce sont des ouvrages en béton armé que l'on prépare pour différents travaux. Là, nous avons un caisson en béton armé pour la sortie du T4. C'est vous qui avez assuré la préparation de la sortie du T4? Enfin, c'est moi qui ai suivi le génie civil de cet ouvrage. Ça demande quoi comme travaux pour que ça se passe bien, cette sortie du 27 avril? Pour que ça se passe bien, disons que dans un premier temps, il faut que
l'implantation de cet ouvrage soit très contrôlée, de façon que le tunnelier ne passe pas à côté de la porte. Alors, on est sûr qu'il va sortir là, à cet endroit? Voilà, actuellement, on est sûr qu'il va passer à cet endroit. Alors, je crois savoir aussi que vous avez un peu tourné un peu partout sur le chantier. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre comme préparation de travaux? J'ai participé aux travaux de la phase préliminaire du puits pendant à peu près 10 mois. Et ensuite, je suis passé au sous-projet préfabrication, poursuivre également le génie civil de l'usine, et puis les travaux propres TML, c'est-à-dire les bureaux, magasins, ateliers, laboratoires, etc. Paul Desfossés, nous profitons un petit peu de vous avoir sous la main pour vous faire parler de votre expérience chantier TML, parce que vous êtes un des tout premiers arrivés ici. Oui, effectivement, je suis arrivé le 15 septembre 86 sur le site du tunnel. Et vous étiez nombreux, vous étiez combien au départ? Je pense que nous étions à l'époque 2, Monsieur Nicolas et moi-même. Et nous avons embauché les premiers ouvriers sur le site du tunnel début octobre pour le démarrage des travaux de terrassement. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce que ça peut être un chantier comme celui du tunnel? Est-ce que les gens y croyaient au départ? Sincèrement, au départ, je ne pense pas. Quand je suis arrivé à Sangatte, certaines personnes disaient que le tunnel ne se ferait pas, étant donné les nombreux projets qu'ils avaient connus antérieurement. Puis finalement, quand on regarde l'évolution du chantier, maintenant, les gens commencent à y croire sérieusement. Je crois même que beaucoup de gens y croient. Alimenter en électricité un chantier comme TML a demandé un travail considérable de préparation. 1 an et demi durant, Jean-Pierre Larive, chef de service, et une équipe de 5 ingénieurs ont tout mis au point pour que la fée électricité fasse son œuvre. Pour bien comprendre l'importance du réseau électrique du tunnel, suivons les 2 lignes 90 000 volts venant du poste Mandarin. Ce poste est directement relié à la centrale de Gravelines. Il fournit toute la région en électricité ainsi que tout le sud de l'Angleterre. 2 lignes à haute tension traversent la campagne pour parvenir jusqu'au poste 90 000 volts situé au tunnel. 2 transformateurs, un en normal, l'autre en secours, diminuent la tension de 90 000 volts en 20 000 volts. De là, des câbles partent aux cellules de distribution. Ils alimentent la préfa, les équipements de surface et un autre poste de distribution situé en bordure du puits. Pour les tunnels, tous les équipements prioritaires, exor, ventilation, éclairage sont doublés. Ainsi, les probabilités de panne sont quasiment nulles. Le travail du secteur électrique, c'est aussi l'alimentation des équipements en 750 volts de la traction électrique et en 3200 volts de l'éclairage des tunnels. Sans oublier le téléphone, la distribution informatique, le pilotage des stations de pompage, des réseaux 20 kV et de la circulation ferroviaire en tunnel. L'énergie du chantier est à 99% d'origine électrique. On comprend mieux l'importance du travail de l'équipe forte de 60 personnes que dirige Jean-Pierre Larive, une équipe qui passera à 160 à l'horizon 90-91. Dans le numéro précédent, vous avez pu comprendre comment les déblais sont traités et dirigés jusqu'à la digue de Fontpignon. Alors cette fois, nous allons nous intéresser à l'injection de matière dans le terrain du T1. Il faut en effet consolider les parois des galeries avant de venir y poser les équipements définitifs qui constitueront le tunnel. Et cette dernière opération s'appelle le relayage. Regardez plutôt. À 750 mètres dans le T1, nous sommes allés voir l'équipe qui travaille sur le portique de relayage. Long de 60 mètres, composé de 4 remorques, ce portique cumule 3 fonctions. La pose tous les 2,80 m des supports électromécaniques définitifs, la pose des portes caténaires provisoires permettant d'alimenter les locotracteurs, et enfin la pose d'une nouvelle gaine de ventilation en relais pour le tunnelier, d'où son nom, portique de relayage. 4 hommes travaillent sur cet engin que l'on trouve uniquement dans le T1. Le portique de relayage est capable d'avancer à une vitesse de 60 mètres tous les 2 jours. Outre sa fonction de fournir l'alimentation électrique au portique d'injection dont nous parlerons dans un prochain numéro,
Ce portique, nous l'avons dit, pose une nouvelle gaine de ventilation. En fait, il avale un vent-tube de 90 cm de diamètre, préalablement posé par le tunnelier, et déroule un autre vent-tube de 1,20 m de diamètre. Cette ventilation relais reprend de l'air et l'injecte vers le front. La fonction du portique de relayage arrive juste après l'opération de reconnaissance et de traitement de terrain et précède la phase de nettoyage de la galerie. Bonjour, comme promis, je viens vous parler aujourd'hui du terminal anglais. Alors qu'en France il se situe à 3 km des côtes, le tunnel britannique se trouve à 10 km de l'ouest de Shakespeare Cliff. Sa surface est d'environ 140 hectares contre 450 hectares côté France. Il est en quelque sorte coincé d'un côté par une colline haute de 100 mètres et de l'autre par l'autoroute M20. À proximité, l'on trouve aussi une ligne de chemin de fer et le banlieue de Folkestone. Pour les terrassements, 4,7 millions mètres cubes de remblai et d'autres matières seront nécessaires, dont 3,3 millions seront en provenance de l'extérieur. À ce jour, les Anglais ont réalisé quelques 2,6 millions mètres cubes de terrassement et 1,2 million mètres cubes de sable de remblai ont été livrés. En attendant notre prochaine rubrique, je vous dis see you later. Au revoir. Merci Roger Lévis. Votre rubrique de l'autre côté nous permet en effet d'encore mieux réaliser l'extraordinaire enjeu de ce chantier qui est celui du tunnel qui reliera la France à l'Angleterre très prochainement. Et voilà pour ce 9e numéro, c'est maintenant terminé. Je vous promets que nous reviendrons très rapidement sur ce lieu qui est celui du parc de loisirs de Fort-Mardic pour vous faire un peu mieux connaître sous le soleil cette fois. J'espère que cette édition vous a plu. On se retrouve dans un mois. En attendant, portez-vous bien. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt. Bonjour et bienvenue à bord. Nous sommes dans un avion aux côtés de Franz Bouvet. Il est ingénieur méthode au tunnelier 3. Il est également pilote d'avion pour son plaisir. Et à l'occasion du premier anniversaire de ce rendez-vous presque mensuel que nous avons avec vous, nous allons vous faire un cadeau. Et ce cadeau, ce sont de superbes images, vues d'avion bien sûr, de celui-ci, du chantier à l'état actuel de l'avancement des travaux. Je vous emmènerai sur les différents sites de l'aéroport de Calais-Marc et de ces différents sites, je vous présenterai les parties de ce magazine. Un aéroport de Calais-Marc qui a d'ailleurs vu son trafic sensiblement augmenter depuis le démarrage du chantier. Alors maintenant, on va passer au sommaire. On va essayer ce mois-ci de mieux comprendre l'activité générale du secteur matériel et nous écouterons pour cela son responsable, Michel Buzon. Au niveau de la sécurité, on parlera du rôle primordial que joue l'équipe des sauveteurs de seconde intervention, et puis des nouvelles du terminal, vue d'avion, je vous l'ai dit, également des nouvelles du puits et de la préfa côté français et également côté anglais avec notre ami Roger Lévis et l'ensemble de l'actualité du chantier de ces dernières semaines avec un mois TML.